Karl Medani, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ouais, moi je t'entends. Et j'espère que vous nous entendez un peu ce confinement. Écoutez, il se passe comme il doit se passer, hein. C'est vrai qu'on a tous été touchés par ces mesures qui ont été prises par l'État. Maintenant, on est dans l'obligation de respecter tout ce qui nous a été demandé de faire pour éradiquer ce virus le plus rapidement possible. Après, voilà, je mesure la chance que je peux avoir. Modestement avec la maison, le jardin, un peu de terrain. C'est vrai que j'ai la chance de ne pas être confiné, on va dire, dans peu d'espace. Donc, je mesure vraiment cette chance aujourd'hui face à cette situation-là. Donc, je m'occupe comme je peux, un peu de sport. Voilà, j'ai une salle aussi où ça me permet de rester en activité. Et puis, surtout, on profite de la famille. Je pense que Oui. ça ramène à des choses très simples, mais qu'on a. Donc là, c'est un petit peu coupé. Je sais pas si tu es toujours avec nous, Karl. Est-ce que tu nous entends, Karl? Normalement, oui. Je l'espère, cela dit. Tu nous as un petit peu perdu, je pense. Ouais, là, ça va, là, vous m'entendez là? Là, je t'entends, c'est bon. Ça s'est revenu. Ça me semble Ok, être revenu. très bien. Du coup, Karl, un petit mot également. Alors, tu as une petite spécificité en préparant l'interview. J'ai été assez surpris. En fait, tu es né à Lyon, mais tu as été formé à Saint-Étienne. Ouais, c'est ça. C'est quand Je même pas mal. suis. Ouais, ouais, c'est assez particulier. Je suis né à Lyon 8e. Donc, en fait, c'était par praticité pour ma mère qui, à l'époque, bossait sur Lyon. Elle était professeure d'éducation physique et sportive, donc c'était plus facile pour elle d'être suivie sur Lyon. Mais oui, comme tu l'as dit, je suis formé à Saint-Étienne. Alors j'avais le choix en 98, donc à l'âge de 13 ans, de pouvoir entrer soit au centre de formation de Saint-Étienne, soit au centre de formation de Lyon. J'avais été pris dans les deux clubs. Mais ma famille et moi avons choisi de rejoindre Saint-Étienne et bon voilà avec toute la suite que l'on connaît ça a plutôt été une réussite. Il y a Anthony Clou là sur le live qui nous dit que tu as été préformé à Roussillon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai joué dans mon agglomération, hein, dans deux clubs de mon agglomération là qui sont le Rodia péage. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Olympique du Rodia. Et un club qui Ouais. s'appelait aussi après l'Étoile sportive rossillonnaise, qui a disparu depuis quelques années. Mais on essaye là pour le futur très proche, certainement pour l'année prochaine, de faire une fusion justement des clubs importants de mon agglomération pour pouvoir faire un club, on va dire, sain et pouvoir proposer à la jeunesse de demain un niveau de jeu un peu plus haut que ce qui se fait aujourd'hui et surtout un club tourné autour de valeurs éducatives et sportives qui nous correspondent. Donc voilà, je m'implique aussi un petit peu dans la vie de mes villages. C'est pour ça aussi que tu es revenu chez toi, dans ton agglomération, c'est que tu avais envie justement de porter ce projet. Oui, oui, c'est sûr que j'ai toujours eu, moi, comme idée de revenir là où tout a commencé, hein, tout simplement. Nous, j'habite à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, au sud de Lyon, entre Lyon et Valence, dans l'Isère. J'ai toujours grandi ici. Je me suis toujours un petit peu impliqué dans la vie sportive et footballistique de ma région. Et c'était important pour moi de pouvoir y revenir et surtout de laisser quelque chose pour les jeunes d'aujourd'hui et pour les jeunes de demain.
Moi, j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune d'avoir eu comme coach un ancien joueur, Didier Christophe, qui était justement dans mon club à l'Étoile Sportive Roussillonnaise, qui nous a un petit peu guidés. Et je me dis que si j'arrive à orienter quelques joueurs dans le futur, bah, j'aurais au moins laissé quelque chose et c'est important pour moi. Il y a un suiveur là qui nous demande quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué. Ah, Avec, elle est dure cette avec, question. ouais, la question elle est dure parce que j'ai pas fait une grosse carrière, hein, honnêtement. Je pense que j'ai fait une carrière honorable, mais j'ai pas fait une très grosse carrière comme d'autres ont pu le faire. Mais j'ai eu la chance quand même de passer dans quelques beaux clubs ou d'avoir côtoyé en équipe nationale de très bons joueurs. Donc le premier, bien évidemment, moi qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, c'était quand j'étais à Liverpool, Steven Gerrard. Ça a été un joueur fabuleux et surtout une très bonne personne euh, que j'ai eu l'occasion de retrouver quelques années plus tard et notamment en Coupe du Monde 2010 avec l'Algérie contre l'Angleterre ou sur un match amical de pré-saison avec l'Olympiakos en 2013. On avait fait un match à Liverpool. Donc Steven Gerrard, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Puis après, je vais rien inventer, mais quand on côtoie Riyad Mahrez en sélection, forcément, ça laisse pas insensible. Donc voilà, ce seraient les deux joueurs que je retiendrai. Ouais, forcément, c'est vrai que Mahrez, ça doit être quand même assez surprenant également. Alors, tu as parlé justement de Liverpool, je voulais y venir. Arriver à Liverpool à 18 ans, ça fait quoi exactement? À 18 ans, je pense qu'on s'en rend pas compte en fait. Ouais. On est plongé dans un monde du très haut niveau, dans le monde professionnel. Moi, je sortais du centre de formation. Je sors à la limite de ma petite chambre de sport et études à un appartement à Liverpool, à côtoyer des joueurs qui avaient été Ballon d'Or, hein, parce que Michael Owen avait été Ballon d'Or très peu de temps avant, à être avec le Ballon d'Or africain sortant qui était Ladji Diouf. Donc c'était franchement, c'était une expérience exceptionnelle. J'ai côtoyé des grands joueurs, j'ai beaucoup appris là-bas. Et voilà, la malchance que j'ai eue, c'est que Gérard Houllier m'avait recruté où j'avais signé un contrat de 5 ans et qu'au bout d'un an, voilà, il a été remercié par Liverpool et donc les données ont été chamboulées par la suite. Mais c'est vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Après, du coup, t'es revenu en France, c'est ça? Ouais, après, je me suis fait prêter à Lorient. Donc, j'avais 19 ans. C'est Christian Gourcuff qui m'a lancé en Ligue 2, en deuxième division à l'époque, à Lorient. Et puis après, j'ai enchaîné les prêts un petit peu Lorient, Metz. Je suis revenu à Lorient quand Lorient est monté en Ligue 1. Après, je suis parti à Ajaccio. Je suis resté 5 ans et demi à Ajaccio. J'ai signé à Monaco, l'Olympiakos. Après, je suis parti en Turquie. Je suis allé en Espagne. Je suis revenu en Turquie et j'ai fini en Arabie Saoudite. Ah, c'est quand même, tu nous dis tout à l'heure que t'as pas fait une grande carrière, t'as quand même eu une belle carrière quand même. Oui, j'ai eu une belle carrière, mais je pense que euh, elle aurait pu être meilleure si j'avais pris Ouais. conscience de certaines choses à un moment donné. Mais voilà, avec la maturité, avec l'âge, des fois, on tarde à comprendre les choses quand on est jeune. Ouais. Mais oui, je suis conscient d'avoir fait une carrière honorable, mais je pense qu'elle aurait pu être meilleure. Et voilà, mais j'ai aucun regret. Là, tout à l'heure, tu nous as parlé de Gérard Rouillet, Gourcuff. Tu as connu aussi Vaïd en sélection. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué pendant ta carrière? En fait, quand on est joueur de foot, on a coutume de dire que on a un coach idéal et que le coach idéal serait les plus-values de chaque coach que l'on a pu avoir tout au cours de sa carrière. Moi, il y a des mecs qui m'ont marqué forcément. Gérard Houllier, oui, parce que c'est lui qui m'a ouvert le monde professionnel. Christian Gourcuff, parce que je l'ai connu étant jeune, je l'ai connu après en équipe nationale, donc on a un rapport particulier, sincère, de respect et de confiance. J'ai été marqué forcément par mes 5 ans et demi passés à Ajaccio, où j'ai eu Olivier Pantaloni et avec qui j'ai vécu des moments inoubliables, très forts
voilà, à vivre dans un collectif. Vahid Halilovic, voilà, je pense que ça, ce serait, ce serait impossible de ne pas parler de lui Oui, tellement c'est un personnage à lui seul et tellement on a vécu de grands moments ensemble. Et puis aussi Claudio Ranieri à Monaco qui lui m'a permis de toucher du doigt la très très haute organisation d'un club professionnel et la rigueur tactique, la discipline à l'italienne. Donc ouais, je pense qu'il y a tous ces coachs-là m'ont vraiment marqué et ouais. ça a été un plaisir pour moi d'avoir pu évoluer sous leurs ordres. Est-ce qu'il y a un pays où tu as préféré jouer, toi qui as connu quand même pas mal de pays, est-ce qu'il y a un pays qui sort un peu du lot? Pareil, je pense il y a des spécificités de chaque pays qui font qu'on en retire du positif. Tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est l'Espagne, parce que j'ai passé qu'un an dans le championnat espagnol, mais ça a été un pur plaisir de pouvoir évoluer en Liga. Après, il y avait la faveur des supporters de l'Olympiakos, où là-bas, il y a vraiment une belle ambiance et j'ai pu côtoyer la Champions League cette année-là avec des gros matchs et des grosses atmosphères. J'ai été agréablement surpris du niveau du championnat saoudien aussi l'année dernière, où il jouit d'une mauvaise réputation, mais il y a vraiment des joueurs de très haut niveau parce que chaque club a droit à 8 étrangers. Ouais. Et en général, voilà, c'est des clubs qui ont des moyens financiers pour pouvoir se permettre de ramener des gros joueurs. Et le championnat turc, parce qu'il y a de belles affiches, quand il y a 4, 5, 6 équipes comme Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Istanbul, Başakşehir, ça Hmm. fait des belles affiches et ça fait des beaux matchs. Donc voilà, et puis sans oublier le championnat de France, Ouais. qui quand même est un championnat de qualité. Et après, par-dessus tout, il y aura les matchs avec l'équipe nationale. Hein. Ça, je pense que ça a pas de prix, ça a pas de valeur et ça m'a permis de vivre des moments comme je n'ai pas vécu dans ma carrière, on va dire, de club. Ouais. On nous demande là si tu serais capable de revenir à la CA un jour. Oui, oui, bien sûr, parce que la CA, ça a été un club qui m'a marqué et en tant que joueur et en tant qu'homme. Et j'ai laissé de belles amitiés là-bas, des amis. Et c'est vrai qu'on 5 ans et demi, ça marque. Donc j'ai adoré la Corse, j'ai adoré mon passage là-bas. Ça a coïncidé aussi avec ma venue en équipe nationale, avec les beaux moments que j'ai pu vivre en équipe nationale. Donc forcément, oui, si un jour je devais y revenir, ce serait avec grand plaisir. On nous demande aussi qui est le plus impressionnant entre Messi et Ronaldo. Ah, c'est une question que tu as dû entendre, je pense, 1000 fois. Ouais, ouais, c'est une question qui est difficile. C'est difficile d'y répondre parce que c'est aujourd'hui les deux plus gros joueurs au monde. Hein. Je pense que ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Ils ont des qualités différentes. Honnêtement, c'est deux styles de jeu différents. De les différencier, ce serait compliqué. Moi, j'ai connu Ronaldo déjà étant très très jeune parce que Ouais. j'ai joué contre lui à l'âge de 15 ans, à l'âge de 17 ans, quand on était dans nos équipes respectives, lui au Portugal et moi en sélection équipe de France de jeunes. Je l'ai retrouvé après avec le Real Madrid et avec la sélection d'Algérie il y a 2 ans quand on a joué contre le Portugal. Donc j'ai plus souvent joué contre Cristiano que contre Messi. Mais c'est deux très gros joueurs et ce serait complètement utopique de pouvoir dire qui est le meilleur en fait. Tu as été en équipe de France, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as eu enfin en équipe de France espoir, est-ce que tu as eu des contacts pour être aussi en équipe de France A ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait toutes les sélections de jeunes, hein, étant donné que j'étais en centre de formation à Saint-Étienne et que c'était, on va dire, Ouais. une suite logique et un parcours logique d'être en équipe de France. J'ai fait de 15 ans jusqu'aux espoirs. Et par la suite, en fait, quand j'ai rejoint en 2010 l'équipe nationale d'Algérie en A, on m'a raconté que en équipe de jeunes algériennes, donc c'est-à-dire en U17, en U18, on avait essayé de me contacter
Sauf que j'ai jamais reçu en fait les convocations ou peut-être que mes clubs ne m'en ont jamais fait part. Donc j'ai rejoint l'équipe nationale d'Algérie une fois que l'ancien président de fédération avait pu faire passer la loi Bahamas, hein, je crois qu'elle s'appelle, où on permettait à un joueur à la double culture, à la double nationalité, de pouvoir choisir le pays pour lequel il voulait représenter les couleurs au niveau de l'élite, au niveau EDA. Donc voilà, c'est avec une grande fierté et un grand plaisir que j'ai rejoint l'équipe nationale d'Algérie. Après, avec tous les bons moments que l'on connaît. Justement, il y a un souvenir comme ça qui t'a marqué avec la sélection ou en club, peut-être le souvenir qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Ah, le souvenir que les moments qui m'ont le plus marqué dans ma carrière, club et sélection confondue, c'est indéniablement avec la sélection. Il y en a plusieurs parce qu'on a quand même vécu des moments forts. Il y a forcément la qualification en 2013 quand on se qualifie à Blida, match retour contre le Burkina Faso, où on valide nos tickets pour le mondial au Brésil. Moi, j'avais pris part à la Coupe du Monde 2010 avec les 7 nouveaux binationaux qu'ils avaient appelés en dernier moment. Donc, on n'avait pas vécu la campagne qualificative. Donc, pour moi, là, de tout vivre du début des qualifications jusqu'à la phase finale, ça a été une grande fierté et un bonheur immense. Et puis après, forcément, le match contre la Russie où on valide notre ticket pour le deuxième tour de la Coupe du Monde, c'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire de l'Algérie, avec tout le travail que ça avait demandé en amont, avec tous les sacrifices que j'avais pu mettre en place pour pouvoir être performant et pour pouvoir faire partie de cette équipe. Ce jour-là, ça a été un grand soulagement et il y a un grand ouf de plaisir, de bonheur et tout ça partagé avec ma famille qui était au Brésil et avec tous les supporters qui avaient fait le déplacement. C'était vraiment, vraiment des chouettes moments. Il y a ton président qui suit le live et également. Je sais que c'est lui qui t'a fait venir dans une interview au Dauphiné. Il me semble que tu disais que c'est une des rares personnes qui t'a suivi tout au long de ta carrière. Quel message tu pourrais lui donner aujourd'hui? Ah, donc là, on est en train de parler de mon président de club actuel. Donc, exactement. Le club du FC Salaise. Voilà, FC Salaise où j'ai signé là, donc en amateur. Oui, en fait, si vous voulez, pour la petite histoire, c'est qu'il s'appelle Yohan, hein, Yohan Sosea. Il est club depuis 23 ans aujourd'hui au FC Salaise. Et il est aussi directeur de banque. Et en fait, tout simplement, c'était mon banquier quand j'ai commencé ma carrière. Et on s'est rapproché comme ça, c'est devenu un ami. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a toujours suivi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ils ont été peu à être aussi fidèles que lui. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et voilà, aujourd'hui, on est tourné vers un nouveau projet, donc de pouvoir monter un club structuré dans notre région. Et on partage ça avec beaucoup de bonheur parce qu'on a plein de belles histoires qui nous lient. Et je le remercie encore de tout ce qu'il a pu faire pour moi et ma famille. Et je lui en suis très reconnaissant. Justement, ça pouvait un petit peu surprendre plus d'un ta signature en régional, parce que t'aurais encore peut-être pu continuer en professionnel. Est-ce que tu dis aujourd'hui que ta carrière pro est terminée entre guillemets, ou est-ce que tu te laisses encore peut-être, pourquoi pas, une chance peut-être de faire un dernier contrat? Ah, si je dis ça à mon président et qu'il m'écoute, il va pas être content. Mais en fait, si vous voulez, pour être très franc avec vous, j'avais pas imaginé un jour pouvoir arrêter ma carrière aussitôt. Après, il y a des choses de la vie qui vous rattrapent parfois. Et je sais que ça a été une lourde décision pour moi quand même d'arrêter cette carrière. Mais il le fallait parce qu'aujourd'hui j'avais ma famille qui avait besoin de moi. Bon, les gens aujourd'hui sont au courant que j'ai perdu ma maman moi il y a 3 semaines de ça et que j'ai mis ma carrière une fin de carrière anticipée justement pour pouvoir l'accompagner dans sa fin de vie. Donc c'est les raisons qui m'ont poussé à
à arrêter l'été dernier ma carrière pour pouvoir être auprès d'elle. Euh, sur un côté un peu plus positif, j'ai ma femme qui est enceinte et qui est sur le point d'accoucher de notre deuxième enfant. Donc voilà, c'était un moment de vie important pour nous et pour ma famille. Et donc j'ai fait le choix d'arrêter. Après, je suis quand même assez lucide dans le fait que quand vous jouez pas au football pendant un an, que vous avez 35 ans, c'est compliqué pour les clubs de vous faire confiance. Et puis surtout que ça fait 6 ans, moi, que je suis parti de la France. Donc, Ouais. j'ai été un petit peu mis aux oubliettes, même si j'ai toujours performé dans les différents championnats respectifs pour lesquels j'ai joué. Donc, donc voilà, je pense avoir tourné la page et puis voilà. Mais je sais que j'en ai encore sous la pédale, sous la semelle et que je ferai la pige quand même à pas mal de jeunes joueurs encore Ouais. qui évoluent au plus haut niveau. Mais voilà, j'ai vécu des beaux moments et il faut savoir aussi laisser la place aux jeunes Ouais. parfois. Le niveau amateur, qu'est-ce que tu en penses? T'as été surpris ou tu t'attendais à peu près à ce que tu as eu? Bah, pour être très franc, j'ai pas encore assez de recul parce que avec le confinement, j'ai pu jouer que 3 matchs, hein, Ouais. donc c'est peu quand même pour se faire un avis. Après, c'est un monde qui est totalement différent. Il y a des paramètres à prendre en compte voilà, qui soient indéniables, hein, comme le fait que voilà, c'est un championnat amateur, les gens bossent la journée, viennent s'entraîner le soir à 19h30 par pur plaisir du football. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. On a dans notre équipe des mecs du bâtiment qui travaillent toute la journée sur les chantiers et qui le soir sont les premiers avec une banane de fou sur les terrains. Et ça fait plaisir à voir parce ils sont là pour le pur football et le pur plaisir. Après, ce qui m'a impressionné, c'est que, et je remercie d'ailleurs les adversaires contre lesquels j'ai joué, c'est que j'ai senti beaucoup de respect dans les yeux des adversaires contre lesquels j'ai pu évoluer, et ça fait plaisir, parce que c'est une certaine forme de reconnaissance par rapport à ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Mais le niveau est bon, le niveau est bon. Bon, je le connaissais un petit peu parce que quand on est en France et qu'on a la chance de jouer la Coupe de France, on se confronte parfois à des divisions inférieures et c'est souvent des matchs qui sont très disputés, hein, même contre les équipes de l'élite. Donc voilà, je pense que le niveau du football amateur se porte bien. Après, il a forcément besoin aussi de soutien du monde professionnel et des Hmm. différentes instances du football pour encore évoluer. Donc j'espère que dans les années à venir, ce message sera pris en compte parce que pour y être au quotidien, voilà, on a besoin des forces vives du football français pour que le football Ouais. amateur puisse continuer à progresser. Une question encore d'un follower qui te demande dans quel pays as-tu senti le plus bel engouement au niveau des supporters? En Algérie. C'est En indéniable. Algérie, forcément, parce que honnêtement, et je pense qu'il n'y a pas plus fervent que les supporters algériens. Et voilà. Après, on sait que c'est à double tranchant, que Ouais. quand ça se passe super bien, c'est des moments super intenses à vivre. Et quand ça se passe moins bien, il faut avoir la tête solide et bien accrochée sur ses épaules parce qu'il faut aussi avoir du caractère et une forte psychologie pour pouvoir être soumis à cette pression. Mais c'est ce qui font d'eux, je pense, des supporters. Une galerie peut-être des plus belles au monde. Après, je pense qu'il y a Ouais. aussi les supporters sud-américains, Ouais. le football argentin, latino. Je pense que aux Mexicains qui quand je vois des vidéos, sont aussi chauds. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir jouer contre des équipes latines comme ça. Mais oui, non, franchement, en Algérie, on a des supporters qui sont quand même géniaux. C'était plutôt Mustapha Chaker ou Stade du 5 Juillet? Ah, c'est deux superbes stades, franchement. Il y a rien à... Ah, eh ben, il nous a... Alors, attendez, on va le remettre. Il y a dû avoir un petit problème pour Karl.
Restez avec nous, hein, bien évidemment. Il va revenir. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Ça arrive. Ne vous en faites pas. Karl Medjani va être tout de suite de retour et continuer à nous envoyer vos questions. Alors, on essaie d'en poser un maximum, hein, forcément. Désolé, hein, si on ne les pose pas toutes. C'est pas évident. Ça débite quand même pas mal. Essayer de faire en sorte que Karl puisse revenir avec nous rapidement. Ah, on est désolé, petit problème technique du côté de Karl Medjani, certainement souci de connexion, je pense. Ça arrive, tout simplement. Alors le joueur le plus impressionnant contre qui il a joué, hein, il a déjà un petit peu répondu. Il parlait notamment de Steven Gerrard, forcément qu'il a connu à Liverpool, et également bien évidemment de Riyad Mahrez. Donc voilà, c'est les deux joueurs un petit peu qu'il a bien apprécié. Alors continuez à nous envoyer vos questions, je les note au fur et à mesure, hein, vous en faites pas. On essaie de retrouver la connexion avec Karl Medjani, c'est pas évident. Si Karl Medjani est avec nous dans le public, s'il peut me faire un petit signe. Ça arrive, hein, forcément. Voilà. On va ajouter Karl. Normalement, Karl va revenir avec nous d'ici quelques instants. Voilà, Karl, tu es de retour. C'est bon? C'est bon, tu es de retour. C'est bon, tu es de nouveau avec nous. D'accord, pardon. Ouais, j'ai un problème de connexion, je pense, et j'arrive pas à vous retrouver. Non, c'est pas très grave, Karl. Il y a plusieurs questions alors qui défilent en même temps, hein, sur le chat. C'est pas évident à tous les voir. On nous parlait également de la Turquie. On disait qu'il y avait quand même aussi de très beaux duels en Turquie. C'est quelque chose aussi qui t'a marqué, le championnat turc? Ouais, bien sûr. Alors, je vais juste finir par répondre sur la question. Oui. Mon stade préféré, je les aime tous les deux, mais j'ai vécu des trop belles émotions à Blida pour ne pas le mettre en premier, tu vois. C'est normal. Donc voilà. Bah oui, le championnat turc, c'est vraiment un championnat de bon niveau et où moi j'ai eu la chance quand même d'appartenir à deux très bons clubs qui sont Sivasspor, mais surtout Trabzonspor, qui est un club très très populaire en Turquie. Et où la première année, l'année post-Coupe du Monde, franchement, j'étais en pleine bourre et j'avais fait vraiment une belle saison. J'avais marqué 7 buts en championnat en 30 matchs. On s'était qualifié pour l'Europa League. On avait joué contre le Napoli de Fawzi Goulam en Europa League en huitième de finale. Et sur un gros derby contre Galatasaray, où on gagne 3-0 là-bas, j'ai marqué un doublé. On gagne 2-1 au match retour. Je marque aussi le but du deuxième but à la 88e. Il y a vraiment des grosses ambiances et dans les grosses affiches, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ouais, j'imagine. Ça doit être quand même quelque chose d'assez impressionnant à vivre. On va revenir un petit peu sur ton passage aussi à Liverpool. Tu nous l'as dit assez rapidement. Comment ça s'est passé les premiers contacts? Est-ce que tu aurais voulu peut-être y retourner à un moment donné ou espérer peut-être faire quelque chose d'un peu plus important là-bas? Ce que j'aurais souhaité, c'est peut-être d'y jouer plus longtemps et pouvoir être coaché toujours par Gérard Houllier. Ça, c'est vrai que ça a modifié quand même pas mal les plans. Après, j'ai eu la chance de partir en prêt, de jouer à Lorient un an en prêt et de performer et d'avoir été suivi quand même tout au long de cette année par Rafael Benitez qui m'avait demandé de venir faire la pré-saison avec eux. Donc j'avais fait la pré-saison, on était parti en Suisse faire la pré-saison. J'avais joué tous les matchs amicaux et en fait Rafa Benitez voulait pas que je parte et que je reparte en prêt.
Mais vous savez, c'était la période où c'était un petit peu mal vu en France de partir à l'étranger Ouais, et d'appartenir à un grand club sans forcément y jouer. ouais, Et j'avais eu l'opportunité de signer à Metz, où j'avais 20 ans, où à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de 20 ans qui jouaient titulaire en Ligue 1. Et donc, j'avais fait le forcing pour pouvoir aller à Metz et jouer en Ligue 1. J'avais fait plus de 25 matchs, je crois, avec Metz à 20 ans. Donc, c'était quand même quelque chose de bien à l'époque parce que il faut se remettre dans le contexte. Il y a 15 ans de ça, le football n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. ouais, Il y avait moins en moins de jeunes à l'époque qui perçaient comme c'est le cas actuellement. ouais, Donc voilà. Donc, j'ai pas de regrets, mais je me dis peut-être que si j'avais dû être prêté à un moment donné, peut-être d'être prêté en Angleterre pour rester dans le ouais, championnat anglais, la suite de ma carrière aurait pu être différente. Peut-être. ouais. On saura Il y a jamais. une ouais. Il y a une question aussi qui est revenue où on nous demande dans ton parcours en espoir en équipe de France, quel joueur t'a le plus impressionné dans ta génération? Bah, honnêtement, j'ai eu la chance en jeune de jouer avec des super joueurs. Euh, j'ai côtoyé de ma génération Mandanda, Lassana Diarra, Jimmy Briand, Loïc Perrin. J'ai eu côtoyé Johan Cabaye, Hugo Lloris. Après, avec les espoirs, j'ai eu une sélection avec Franck Ribéry, Toulalan, Le Talec, Sinama Pongol. Et je vais finir par celui-là parce que il a marqué aussi le football algérien et que quand on s'est retrouvé lors de cette sélection, on s'était dit que voilà, on allait vite basculer vers l'Algérie. On avait déjà ça en tête. On s'est retrouvé en équipe de France Espoir avec Mourad Megni Ouais, et on s'était dit que voilà, c'était nos derniers moments en sélection de jeunes et que très vite on allait basculer avec l'équipe nationale d'Algérie. Et c'est chose qu'on a faite par le pas futur le après. futur. Ouais, Et donc voilà, on a été très content de se retrouver avec le drapeau algérien. Et c'est surtout, en fait, on a pris 5 minutes pour se remémorer ce souvenir du passé où on s'était dit déjà qu'on serait en sélection plus tard pour l'Algérie. est-ce que alors j'ai oublié ma question, du coup je vais passer à une. Ça arrive. Même pour l'intervieweur, c'est un peu compliqué de temps en temps. Euh, je voulais savoir, moi personnellement, justement, est-ce qu'il y a un joueur qui techniquement t'a impressionné? Alors, tout à l'heure, on a parlé de joueurs de manière générale, mais est-ce que techniquement, pas forcément quelqu'un qui a fait une grosse carrière, mais est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment marqué? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a Ouais, beaucoup, forcément. Euh, le premier, ça a été Ladji Diouf à ouais, Liverpool. Parce qu'Elhadji Diouf, il était en pleine bourre à l'époque, et avec Liverpool et avec le Sénégal. Franchement, c'était quelque chose de s'entraîner avec lui et de le voir jouer. Et surtout, en plus, ça a été pour moi comme un grand frère. Il m'a pris sous son aile et je lui en suis très, très reconnaissant. Et puis après, forcément, avec la sélection, les qualités du joueur algérien sont la technique. Donc j'ai pu côtoyer, bah, je l'ai cité, Mourad Mekni. C'était un pur régal de le voir jouer. Hein. Franchement, c'était ouais, assez impressionnant. Techniquement, tout ce qu'il faisait, c'était facile. Karim Ziani, aussi très aisé techniquement dans un autre style, mais beaucoup de qualité technique. Riyad Mahrez, Yacine Brahimi, Djabou. Aujourd'hui, je pense à Rami Ben Sebaini, qui pour un défenseur central a une qualité technique qui est monstrueuse. ouais, Youssef Attal. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a en Algérie, dans le championnat local, des purs produits algériens qui sont pétris de qualité et qui sont promis à un bel avenir. On les voit avec tous ceux qui sortent du Paradou aujourd'hui. Après, bah, en Espagne, forcément, j'ai côtoyé, du moins affronté des joueurs de grande qualité aussi. À Monaco, j'ai pu jouer avec Ferreira Carrasco.
Voilà, avec le suivi qu'il a eu derrière à l'Atlético de Madrid. Ouais, Ah, il il y a du j'ai monde. quand même côtoyé de Ouais, beaux joueurs, hein. Franchement, il y j'ai a eu la du monde. chance. J'ai eu la chance de côtoyer de très bons joueurs, hein. En France, est-ce qu'il y a un stade où tu aimais jouer? Ah, je vais être chauvin, hein. Je suis formé à Saint-Étienne, Geoffroy Guichard. Je pense que Ouais, ça restera un super stade. Après, voilà, il y a les classiques, hein, quand même. Le Vélodrome, ça reste le Vélodrome, c'est vraiment quelque chose. ouais. Ouais, il y a des beaux stades. L'OM, c'est un club dans lequel tu te serais vu évoluer ou pas du tout? Complètement. Ouais, c'est Complètement. l'ambiance, tout ça. L'ambiance, parce que ça, mine de rien, c'est pas trop éloigné de l'Algérie. Ouais, On reste quand même au bord de la Méditerranée avec toute cette atmosphère et cette mentalité si particulière. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le Sud, j'aime beaucoup Marseille, j'aime beaucoup l'OM aussi. Beaucoup de joueurs algériens y sont passés, donc forcément, c'était un club qui était un peu plus suivi que les autres. Et voilà, cette ferveur des supporters qui se rapproche de la ferveur algérienne. Oui, franchement, je m'y voyais très très bien et ça aurait été un grand honneur pour moi si j'avais eu la chance de pouvoir évoluer dans ce club-là, ça c'est certain, hein. tu as joué dans des gros stades, mais tu as aussi joué au stade Louis II. L'ambiance était tout autre. Ouais, l'ambiance était tout autre, mais c'est un très beau stade. Ouais, C'est un très beau stade et c'est un stade particulier parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais au sous-sol du stade, il y a une salle de basket, il y a une salle de judo, il y a une piscine. C'est vraiment un club omnisport de haut niveau, l'AS Monaco. Et moi, ça a été 6 mois super parce que j'avais quitté la Ligue 1 avec Ajaccio pour essayer et aider l'AS Monaco à remonter en Ligue 1, justement. ouais, Et donc, ça a été vraiment 6 mois exceptionnels. On finit champion de Ligue 2 cette année-là. J'avais signé un contrat de 3 ans et demi. J'avais 3 ans de contrat derrière. Mais j'ai sacrifié mon passage monégasque, ma carrière en club à Monaco pour l'équipe nationale, pour préparer la Coupe du Monde au mieux et pour me donner l'opportunité surtout d'avoir du temps de jeu. Parce ouais, que voilà, c'était l'année où les Russes avaient injecté beaucoup d'argent cette année-là et avaient fait venir Falcao, Rodriguez, Abidal, Carvalho derrière. Et donc, ouais, voilà, moi, Claudio Ranieri voulait pas que je parte, souhaitait vraiment que je reste parce qu'on s'entendait bien, parce que j'avais fait une belle demi-saison en Ligue 2 avec eux. Et il comptait sur moi sur la saison à Monaco, à l'image d'Andrea Raggi après. Mais ouais, j'avais fait comprendre que je pouvais pas prendre le risque de rester à Monaco avec un temps de jeu peut-être moindre que si j'allais dans un autre club, ouais, qui pouvait mettre en péril ma place en équipe nationale et surtout cette Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc il ouais. l'a compris, il m'a laissé partir. Ça m'a coûté forcément mon passage à Monaco, mais ça m'a fait vivre cette Coupe du Monde avec l'Algérie. Voilà, j'ai fait le choix du cœur et le choix de la raison et j'en suis très content. En Coupe du Monde, est-ce qu'il y a un match un gros souvenir enfin, est-ce qu'il y a un match que tu retiens plus qu'un autre? Match de la Corée. Ouais, Match de la Corée parce que c'est un match décisif, mine de rien. On perd 2-1 contre le Brésil. la Belgique. Pardon, contre la Belgique. Voilà, contre la Belgique. Au Brésil, donc, sur le premier match. Je crois on fait quand même un super match dans l'abnégation, dans le plan tactique qu'avait mis en place Vaïd. On avait prévu de jouer très bas et d'évoluer en contre-attaque. On a tenu 70 minutes. La Belgique a fait 2 changements qui ont eu raison du match, hein. Ils ont fait rentrer Ouais, Mertens et Fellaini en deuxième mi-temps. C'est eux qui marquent. On a pêché un petit peu physiquement sur les 20 dernières minutes. Ça nous a coûté le match. Mais on a senti qu'on était au niveau. On a senti qu'on était bel et bien présent dans cette Coupe du Monde.
Et on savait que le match de la Corée, il était décisif quant à la suite de la compétition. Et on a abordé ce match avec une envie monstre et avec une détermination folle. Et ça a fait un match super plaisant pour tout le monde. Il y a 4 buts. Voilà, on a eu un scénario un peu fou. Et surtout, je crois que ce match-là nous a fait connaître au monde entier. Ouais. Ce match-là a fait réagir à l'époque les Pirlo, les Ronaldo, les Zidane, les basketteurs de la NBA qui nous avaient félicités et tout. Je crois que ce match-là contre la Corée, et notamment le but de Yacine Brahimi avec l'enchaînement qu'il fait avec Sofiane Feghouli et tout ça, avait marqué vraiment les esprits. Et donc, je retiendrai ce match-là. Ouais. En sélection, quel sélectionneur t'a le plus marqué? Vaïd, je présume. Oui, je vais faire un clin d'œil à Rabassa Hadan aussi, parce que Oui, pour tout ce qu'il a apporté au pays et tout ce qu'il a apporté à toutes ces générations, forcément, c'est lui qui m'a ramené en sélection avec son adjoint Zoher Djeloul. Ça, je suis conscient que c'est grâce à eux que je suis en sélection. Et puis après, voilà, tout simplement un coup de chapeau à Vaïd pour tout ce qu'il a pu nous permettre de faire. Mais aujourd'hui, s'il y a un sélectionneur que je dois mettre en avant, c'est forcément Djamel Belmadi. Hein. Je l'ai déjà fait ouais, auparavant. Mais j'ai pas eu la chance, et je dis bien la chance parce que je pense que ça aurait été vraiment une chance pour moi de pouvoir évoluer sous son coaching. Mais il faut savoir que Djamel Belmadi a été réclamé depuis de nombreuses années par les joueurs auprès de la fédération, et qu'on a vraiment fait un forcing avec quelques cadres de l'équipe à un moment donné pour qu'ils puissent rejoindre la tête des Verts. Et ouais, je suis très content parce que voilà, il nous a offert ce titre de champion d'Afrique. Il a permis à des millions et des millions d'Algériens et d'Algériennes de sortir dans les rues et de revivre un petit peu ce que le peuple a pu vivre en 90 tout d'abord, ouais. et après en 2010 avec le retour des héros d'Umdurman. Hmm. Donc voilà, et puis je pense que c'est l'homme de la situation et c'est l'homme qui peut encore permettre à l'Algérie d'évoluer sur le plan non pas africain, mais sur le plan mondial, Inch'Allah. J'espère vraiment de tout cœur en tout cas. Ça t'a marqué cette CAN 2019? Toi, comment tu l'as vécu un peu à distance du coup? Bah forcément, elle m'a marqué parce que c'était la première compétition que je vivais totalement en dehors de l'équipe nationale. On sait que j'avais été écarté de la Coupe d'Afrique 2017 pour des raisons que tout le monde connaît et qui ont déjà été euh, mis au goût du jour. Mais c'était la première fois, si vous voulez, que je vivais cette compétition ou des matchs de l'équipe nationale en tant que retraité. Ouais, Donc c'était particulier. J'étais qu'un simple supporter, mais j'ai vibré comme tout le monde. Et surtout, moi, j'ai pas de problème d'ego, j'ai pas de problème d'animosité ou quoi que ce soit. Donc j'étais vraiment très 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 content que pour mes partenaires et pour tout le staff et pour tout le pays qu'ils ouais, fassent ce parcours et qu'ils soient champions. Et surtout, ça venait valider un petit peu le fait que, parce que j'ai fait partie des gens qui ont poussé pour que Jamel Belmadi soit à la tête de l'équipe. Et donc, ça venait valider tout simplement ce qu'on réclamait depuis des ouais. années. Et donc voilà, donc je les félicite encore parce qu'ils nous ont vraiment procuré beaucoup de plaisir. Et surtout, on a vécu quand même des bons moments en équipe nationale, mais on a aussi vécu des moments difficiles. Ouais, Les années post-Coupe du Monde n'ont pas été faciles. On a changé beaucoup de ouais. fois d'entraîneur. Les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on était en mesure de pouvoir donner. Et j'ai retrouvé en fait lors de cette compétition l'âme que l'on Ouais. avait pu avoir et en 2010, en 2009 avec ceux qui ont qualifié l'équipe en Coupe du Monde. Tout ce qui avait disparu ces dernières années. Et là, ils ont su remettre cette âme, cet esprit de détermination, de combativité sur le terrain, avec tous les aspects techniques qu'a demandé Jamel à ses joueurs.
voilà, le cocktail était magnifique à voir et ils m'ont vraiment fait plaisir en tant que supporter. Il y a une question là qui revient souvent. On nous demande pourquoi tu as pleuré contre le match, à la fin du match contre le Burkina Faso. Ah, j'ai pleuré parce que tout simplement, c'était la pression qui redescendait. Vous savez, quand je suis arrivé en 2010, nous, on a été très critiqués parce que on avait pris la place des joueurs qui avaient qualifié l'équipe nationale à la Coupe du Monde, qui Ouais. avaient pris part aux phases qualificatives. Et nous, on est arrivé directement pour la phase finale. Ce n'était pas notre choix. Ouais. C'était un choix de la part du sélectionneur de l'époque et de la fédération, du président de fédération, de faire venir ces binationaux pour préparer l'avenir. Donc nous, on est venu de manière insouciante. Et donc, j'avais fait vraiment de cette Coupe du Monde 2014 un objectif personnel de dire, là, je vais faire la campagne qualificative du début à la fin. Je vais montrer à tout le monde que je mérite d'être dans cette équipe-là et surtout que je vais tout faire pour pouvoir honorer le pays. Donc, j'avais fait de cette qualification un objectif personnel. Et puis après, tout simplement, il y avait ma famille, mon père et mes cousins qui étaient dans la tribune. Et ben voilà, une fois que Ouais. on avait le ticket pour le Brésil en poche, il y a beaucoup de pression qui est redescendue et les larmes sont venues parce que tout simplement j'étais fier et heureux de pouvoir emmener tout le pays au Brésil, tout simplement. Est-ce que si la fédération t'appelle ou Jamel, un dernier au revoir au peuple algérien, Moustapha Tchaker, ça te tente? Ah, ce serait une grande reconnaissance. Ouais. C'est prévu, c'était prévu pour le mois de mars. Malheureusement, Ouais. avec ce virus, voilà, il y a tout qui a été chamboulé et en principe, ça doit être remis pour plus tard. Je mesure la chance que j'ai d'avoir un hommage comme ça parce que tous les joueurs de l'équipe nationale n'ont pas eu la chance de pouvoir être reconnus de la sorte. Donc, je remercie encore Jamel Belmadi et mon président de fédération, M. Zetchi, pour leur reconnaissance. Ça me fait chaud au cœur. Et voilà, j'y suis pas accroché parce que voilà, vous me connaissez, je suis quelqu'un Ouais. de humble et modeste, mais je sais que c'est un grand honneur que la fédération me fait et je le remercie pour ça encore une fois. Quel a été ton plus beau but dans ta carrière? Ou le but peut-être qui t'a le plus marqué, pareil? Ah, le but le plus important, il est parfois oublié, mais c'est forcément le but au Burkina Faso, hein, le barrage de Coupe du Monde, où on perd 3-2 là-bas, on se fait voler au match aller, parce que je pense que voilà, on doit jamais perdre ce match. Il y a un penalty qui est sifflé à la dernière minute, qui est en dehors de la surface, où il n'y a pas main. Donc voilà, mais on fait 3-2, ce qui nous permet quand même d'avoir encore nos chances de se qualifier sur le match retour. C'est Sofiane Fegouli qui marque dans ce match-là et moi aussi. Et je pense que si on met pas ces buts, tout simplement, on se qualifie pas. Donc Ouais. c'est en plus un beau but de la tête, une tête décroisée au premier poteau qui arrive au deuxième poteau du gardien burkinabé. Donc c'est le but le plus important de ma carrière, clairement. Et il nous permet, au même titre que celui de Sofiane et de Magid Bouguera au match retour, de se qualifier au Brésil. Hein. C'est Ouais. clair. Simplement. On nous demande également là dans le live si tu vois cette équipe là actuelle sous les ordres de Jamel Belmadi faire aussi bien que vous en Coupe du Monde, voire mieux. Ouais. Ouais. Carrément. Carrément. Et aujourd'hui, ce serait même une déception s'ils n'arrivaient pas à faire mieux en étant champions d'Afrique, en affichant le niveau de jeu qu'ils affichent aujourd'hui. Je pense qu'ils ont clairement tout en main pour faire mieux que ce que l'on a fait nous au Brésil en 2014. Ouais. Ouais. Et j'espère Car- vraiment qu'ils vont le faire. Alors, on va revenir à l'actualité d'aujourd'hui. Ce confinement, on ne sait pas encore si ça va reprendre, pas reprendre. Toi, ton avis de joueur, si demain on te demandait de rejouer, tu serais prêt ou est-ce que pour toi, vaut mieux peut-être pas rejouer tout simplement cette saison?
C'est une question qui est difficile parce que déjà, je ne sais pas si on a la mesure complète et totale de ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir mesurer la portée de ce confinement. J'espère tout simplement qu'on s'en sortira le plus rapidement possible pour le bien-être et pour la santé de tous dans un premier temps, et surtout pour pouvoir permettre à tout le monde de reprendre une vie normale, une vie professionnelle et sociale normale, permettre à l'économie de nos pays de repartir. Après, je pense que le sport et le football doit devenir secondaire dans une situation comme celle-ci. Maintenant, j'aime à dire que plus vite on reprendra le football, plus vite ça voudra dire que tout est derrière nous. Donc, j'ai pas forcément d'avis tranché. J'ai simplement envie qu'on respecte en premier lieu la santé de tous, qu'on se sorte au plus vite de ce confinement et que la vie active reprenne son sens le plus rapidement possible. Et pour cela, franchement, si je peux me permettre, j'ai vraiment un message plus particulier à tout le milieu hospitalier. Voilà, pour les remercier de tout ce qu'ils font. Là, ne pensez pas que je fais un petit peu ce que tout le monde fait ces derniers temps. Le milieu hospitalier, c'était un milieu que je connaissais pas et que j'ai découvert lors de ces 7 derniers mois en accompagnant ma maman dans sa maladie. Et honnêtement, c'est un métier très, très difficile. Et aujourd'hui, ils ont grandement besoin de nous. Donc, je leur tire vraiment un coup de chapeau, que ce soit en France, à l'étranger, en Afrique, dans tout le monde, et notamment en Algérie. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. Et je leur adresse un grand témoignage et beaucoup de force parce que croyez-moi que c'est pas facile tous les jours pour y été pendant 7 mois, jour après jour. C'est vraiment un métier difficile et aujourd'hui, grâce à eux, ils nous permettent de combattre ce virus et je leur adresse tout mon courage et toutes mes forces. En tout cas, c'est un très joli message. On me demande également si tu es plutôt Oussem Aouar ou Ryan Cherki. Ah, on peut pas. C'est pas comparable, on est d'accord. On peut pas comparer. Déjà, c'est pas le même poste. Non. Mais par contre, c'est 2 joueurs exceptionnels. Je pense que voilà, ce que fait Oussem Aouar aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est un joueur de grande qualité qui a, je pense, un superbe avenir devant lui. Et ce que fait Ryan Cherki, j'ai vu des vidéos. C'est à son âge, c'est bluffant. Et vraiment, en plus, vu que c'est des joueurs franco-algériens, on les suit forcément plus particulièrement. Et si ils écoutent ce message ou si ils auront un retour sur ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils continuent à nous faire plaisir, qu'ils continuent de travailler parce qu'ils ont un très très bel avenir devant eux et je leur souhaite tout le meilleur vraiment du fond du cœur. Avant de terminer, il y a aussi une question qui est venue souvent. Alors, je sais que tu as déjà un petit peu répondu, mais peut-être que avec tout ça, ton point de vue a un peu changé. Est-ce qu'on peut voir un jour Karl Medjani entraîneur? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, être entraîneur, c'est quand même une sacrée dose de responsabilité. Je pense que voilà, les mecs qui ont été joueurs et entraîneurs pourront mieux en parler que moi. Mais vous savez, quand vous êtes joueur professionnel, vous avez déjà une grosse pression, vous avez un quotidien qui est pas facile. Mais à la limite, vous rentrez chez vous, vous posez votre cerveau sur la table de chevet et puis vous pouvez faire votre sieste, vous pouvez passer du temps en famille, vous arrivez à décrocher. Je pense que quand tu es entraîneur de football, tu décroches jamais. Et ta tête est constamment en train de réfléchir sur le contenu des entraînements, sur les performances de tes joueurs, la préparation du match, ce que tu vas vouloir mettre en place, ce que l'autre équipe elle fait en face. Et en fait, c'est pas forcément le poste de numéro 1, du moins, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Après, faire partie d'un staff, d'être adjoint, d'être préparateur physique, d'être là pour conseiller, tout ça,
plus. Je me verrais plus dans cette transmission-là que dans un rôle de numéro un. Et voilà, j'ai ça quand même dans un coin de ma tête. J'aimerais vraiment pouvoir aussi redonner à l'équipe nationale ou à l'Algérie ce qu'elle m'a apporté, parce que honnêtement, je sais ce que je dois à l'équipe nationale, à la fédération et à mon pays. Vous savez, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de l'équipe nationale pour faire leur carrière, tout simplement parce qu'ils brillent en club et que l'équipe nationale est un plus pour eux. Moi, je sais que l'équipe nationale m'a fait briller en club. Donc, je sais ce que je lui dois, et si un jour je dois lui être redevable, ce sera avec grand plaisir. Ben écoute, merci beaucoup, Karl. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour ta disponibilité et pour le temps passé avec nous. On te souhaite une bonne suite de saison, on l'espère, et puis une bonne suite de carrière en tant qu'entraîneur, peut-être. à voir. En tout cas, un grand merci pour ta disponibilité. Ben, merci à vous, et puis merci à tous ceux qui ont pu nous suivre. Je vous souhaite bon courage de son confinement, à tous, hein, à tous les gens de toute nationalité, de tout pays. Et puis je passe quand même un grand bonjour à tous les supporters algériens. Je sais qu'ils sont nombreux aussi sur le live. Et puis voilà, bon courage à tous. Restez chez vous, c'est important. Stay at home, comme on dit. Et puis voilà, juste un petit message. Vous savez que je suis sur les réseaux sociaux depuis peu. Donc voilà, sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, pour partager tout plein de bonnes choses encore. Et merci surtout à toi de m'avoir fait partager ce live. Et avec grand plaisir. Je vous souhaite à toi et ton site une bonne continuation, Inch'Allah. Ben, merci beaucoup, Karl. À très bientôt. Tata. À bientôt. Merci. Tata.